Bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre et d'être sur Radio Liberté 92.8 FM et merci d'être au rendez-vous de votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, la Voix citoyenne reçoit Laurent Moustapha Ouettogamou Kibora. Il est chercheur spécialiste en management des ressources humaines des forces de défense et de sécurité. Monsieur Kibora est titulaire d'un master en management des organisations des ressources humaines. Il est auteur de l'ouvrage Action de développement du système local de sécurité. Quel type d'organisation pour les services de renseignement et les forces antiterroristes? Laurent Moustapha Ouettogamou Kibora, bonjour à vous. Et bonjour monsieur Oulon. L'invité de la semaine est mise en onde par Tiona Sanogo. Devant ce micro, Atiana Serge Oulon. D'emblée, on va essayer de comprendre un peu ce que ça recouvre le management des ressources humaines des forces de défense et de sécurité. Oui, merci de cette opportunité que vous me donnez pour échanger sur l'ouvrage que j'ai écrit et qui porte effectivement sur les unités d'élite et puis les services de renseignement dans le contexte ou bien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voilà. Maintenant, si nous revenons sur le volet du management des ressources humaines, c'est-à-dire que j'ai voulu aller au cœur, j'ai voulu aller au cœur de notre dispositif antiterroriste, pour comprendre les forces et les faiblesses, afin d'apporter aussi ma modeste contribution dans cette lutte contre le terrorisme qui prend de l'ampleur de jour en jour. Maintenant, si nous voulons revenir techniquement sur le management des ressources humaines ou bien le management des hommes, la performance de toute société, ça dépend des hommes. Quand on dit une société est excellente, quand on dit un ministère fait de bons résultats, ce sont les hommes qui sont là-bas. C'est d'abord sur la qualité, sur la compétence de ces hommes. Donc, pour aller vers des résultats, il faut d'abord revenir sur la matière ou bien sur la ressource humaine pour savoir est-ce que cette ressource humaine est dans les bonnes conditions, est-ce que cette ressource humaine a toutes les qualités qu'il faut pour assumer sa mission. Donc c'est dans ce contexte ou bien ce cadre que je me suis intéressé spécifiquement aux hommes de nos dispositifs antiterroristes. On va revenir largement sur ce contenu-là, mais d'abord, dans l'ouvrage, vous faites un peu une cartographie de ce qui peut constituer comme tout ce qu'il y a comme groupe terroriste ou des défis sécuritaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cartographie, de cette situation d'ensemble par rapport à la menace terroriste? Oui, il faut reconnaître que j'ai voulu aborder le sujet dans le maximum des aspects. J'ai voulu aborder le sujet dans plusieurs aspects. Je ne pouvais pas être exhaustif, mais pour amener un meilleur résultat, il faudrait non seulement parler des hommes, des ressources humaines, des forces de défense et de sécurité et des services de renseignement, qui sont un peu comme la colonne vertébrale un peu de notre lutte contre le terrorisme ici au Burkina et ailleurs aussi. Mais il faut aussi parler de la menace. De quoi s'agit-il? Vous voyez que dans l'ouvrage, j'ai donné une définition du terrorisme qui est très controversée. Il n'y a pas jusqu'à présent une définition unanime. Donc, pour parler de ce sujet, il faut amener les gens à savoir de quoi s'agit-il. Le sujet que nous abordons là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Quels sont les acteurs que nous rencontrons sur ce terrain-là? Et c'est là qui m'a amené à décrire tous les groupes terroristes qui évoluent dans la bande sahélo-saharienne, en commençant par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb, islamique, plus le GSIM, qui est né il n'y a pas très longtemps. Le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, Donc, j'ai essayé de faire une cartographie de tous ces groupes qui les dirigent, comment ces groupes fonctionnent, pour amener les gens aussi à savoir à qui ils ont affaire. Et deuxièmement, après cette cartographie, j'ai parlé des défis sécuritaires, d'abord de manière globale, mais aussi par pays. Vous avez vu que j'ai commencé par le Mali, ensuite le Niger, ensuite la Mauritanie, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, l'Algérie et bien sûr le Burkina. Et au-delà de ça, j'ai essayé de donner une vision sous-régionale. Au-delà même de la vision sous-régionale, j'ai ajouté aussi la vision internationale. C'est-à-dire au niveau sous-régional, comment on s'organise pour lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme. Au niveau international, nos partenaires techniques et financiers, comment ça se passe? Comment ça se passe avec la France? Comment ça se passe avec les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, qui sont nos premiers partenaires un peu sur ce domaine sécuritaire. Alors, on va revenir sur le premier, comme ça, vous avez évoqué un peu la difficulté ou le manque de consensus sur ce que c'est que le terrorisme. Finalement, dans votre ouvrage, qu'est-ce qu'on peut retenir comme activité? Qu'est-ce que le terrorisme? Ce qu'il faut retenir du terrorisme, il faut repartir sur la racine même du mot terrorisme. Vous voyez que dans la racine, nous avons un mot latin, qui est terror, terroriste. Pour ceux qui ont fait le latin, ils savent que terror, terroriste, c'est la troisième déclinaison en latin. Terror, terroriste.
terroriste qui veut dire la peur, la crainte. Donc, je n'irai pas dans des définitions scientifiques que le commun des auditeurs ne pourra pas comprendre. Voilà, mais je vais donner ça d'une manière à ce que tout le monde puisse comprendre, et toute catégorie confondue ou bien toute couche sociale confondue. Ce qu'on doit retenir du terrorisme, ce sont des actes qui visent à produire la peur, voilà, qui visent à produire la terreur dans un objectif bien précis. Voilà. Et les objectifs diffèrent. Ça peut être un objectif économique, ça peut être un objectif politique, ça peut être un objectif religieux. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler plus. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir du terrorisme. Alors, quels sont les acteurs des actes terroristes au Burkina? On va revenir de façon pratique dans le cas du Burkina, parce qu'on voit, ça a commencé au nord, principalement dans la province du Soum. La menace s'est déplacée un peu partout. Ça concerne de façon administrative plusieurs régions, le Sahel, le nord, le centre-ouest, le centre-est. Vous avez l'est. Oui, vous avez les cascades, les hauts bassins. Oui, tout à fait. Quels sont les acteurs, ceux qui sèment la terreur dans ces différentes parties du Burkina, M. Kibora? Oui, nous avons affaire à un seul groupe. Voilà. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, nous avons affaire à un seul groupe. Voilà. Et ce groupe, c'est le groupe de Ibrahim Malam Dicko, qu'on appelle Ansarul Islam, et dont l'épicentre est Kibo. L'épicentre, c'est Kibo. C'est-à-dire toutes les attaques que vous connaissez au niveau de l'Est, comme au niveau de la boucle du Moulin, au niveau de la région des Cascades. C'est-à-dire toutes ces attaques, ce sont des diversions. L'objectif, la cible, c'est Kibo, et tout est organisé et planifié à partir de Kibo. Maintenant, pour revenir, comment ça s'organise, il ne faudrait pas se borner seulement au groupe Ansarul Islam, parce que dans l'univers des groupes terroristes, ce sont des groupes qui entretiennent des liens, voilà, les uns avec les autres, voilà, en fonction de leurs intérêts. Quels sont les liens de Ansarul Islam? Ansarul Islam est soutenu par le Front de libération du Massina, de Amadou Koufa, voilà, dont on dit qu'il a été tué il n'y a pas longtemps. Et y compris Ibrahim Malam Dicko aussi, voilà, dont on dit qu'il a été tué. Voilà, y compris Ibrahim Malam Dicko, qui a été remplacé par son frère cadet, voilà, Abdul Salam Dicko, de son nom Jafar. Voilà. Maintenant, pour vous prendre cette entité de Ansarul Islam, il ne faudrait pas l'isoler des autres groupes terroristes qui gravitent ou bien qui opèrent au niveau de la bande sahélo-saharienne. Tantôt, ils ont des appuis venant du Mali, tantôt, ils ont des appuis venant du Niger, de l'EGS, voilà, qui est le groupe islamique au Grand Sahara, et dirigé par Adnan al-Sahraoui. Voilà, donc ces groupes et les groupes de Koufa, sans compter le GESIM, voilà, qui est un groupe de soutien à l'islam, tout à fait, qui a d'ailleurs, voilà, on dit que c'est Yar Agali qui est le patron, voilà, mais pour être réel, c'est pas seulement lui le patron. Qui est le patron du groupe de soutien le groupe de soutien, voilà, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, il y a Yar Agali, voilà, mais il y a aussi un deuxième homme fort qui est là et dont on dit que la mort de Koufa sans doute va fragiliser la position de Yar Agali, voilà, parce que Yar Agali, Amadou Koufa était son soutien inconditionnel. Donc il y a plusieurs têtes, c'est pas la peine de donner les noms, voilà, parce que nous ne sommes pas là pour faire leur propagande. Par rapport à ces différentes menaces-là, de façon pratique, on va revenir un peu à Ansarul Islam. On avait dit que si on décapitait en fait les têtes, vous l'avez dit tantôt, Amadou Koufa aurait été tué, Malam Dicko aurait été tué, mais la menace n'est pas pour autant contrée ou on n'arrive pas à circoncire. La menace ne Qu'est-ce qui fait que l'élimination des chefs n'est pas forcément, en fait, apparemment, l'extinction de ces groupes terroristes-là? Voilà, parce que l'élimination des chefs ne peut que fragiliser un tant soit peu ces groupes. Voilà, ce sont des groupes qui fonctionnent comme ce que vous avez vu un peu comme dans la mythologie grecque, et avec l'hydre, voilà, avec l'hydre qui est un monstre comme un dragon. Quand vous coupez la tête, il y a une autre tête qui pousse. Voilà, c'est-à-dire pour fragiliser, voilà, ces groupes, pour réussir à vaincre le terrorisme, à vaincre ces groupes, il faut passer par plusieurs procédés. C'est pas en tuant les chefs, voilà, c'est pas en tuant les responsables qu'on va arriver à venir à bout de cette menace. Et ce que moi, si je peux déjà aller même de l'avant, voilà, moi j'ai toujours préconisé dans ce contexte, dans cette guerre asymétrique, il faut toujours, même si les Européens, même si les Américains, même si nos partenaires occidentaux, même si beaucoup ne sont pas d'accord, voilà, ne sont pas d'accord pour cette alternative, moi je préconise le dialogue. Il faut dialoguer, il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent, On sait déjà leur motivation, voilà, on sait leur motivation. Il y a des revendications territoriales, il y a la volonté d'instauration d'un califat, voilà, il y a la volonté d'instauration de la charia, voilà, il y a des revendications ethniques, tout ça, mais
Mais il faut privilégier le dialogue et non les armes, et non la guerre. Et je vous dis, d'après moi-même, mes propres analyses, depuis que j'analyse le problème, j'ai constaté que c'est un univers qui est un univers un peu... Je ne sais pas, je veux dire, c'est un univers sournois ou bien c'est un univers où les gens portent des masques. Voilà, ce qu'ils disent en plein jour, dans l'ombre, ils disent le contraire. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, je veux dire concrètement, tous ceux qui sont de ce terrain, voilà, ce sont des gens qui parlementent en cachette. Voilà, nos partenaires occidentaux, il y en a qui parlementent en cachette avec ces groupes terroristes. Voilà, le jour ils tiennent un langage de fermeté, de non-négociation, mais c'est pas le cas. Alors que le canal n'est pas rompu, le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue n'est pas rompu. Voilà, donc il ne faut pas être dupe. Voilà, nous avons besoin de grands stratèges, nous avons besoin de personnes avisées, nous avons besoin de personnes très sages qui peuvent analyser froidement une situation et donner froidement la solution. La solution qui sera le salut de tout un peuple, voilà, qui sera le salut de toute une nation et non pas des intérêts d'un groupuscule ou bien de quelques personnes. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le chercheur Laurent Moustapha Ouettogamo Kibora est notre invité. Il est spécialiste en management des ressources humaines des forces de défense et de sécurité. Il est l'auteur de l'ouvrage Action de développement du système local de sécurité. Quel type d'organisation pour les services de renseignement et les forces antiterroristes? On va revenir sur le chapitre des ressources humaines. Au regard de vos diagnostics, comment se portent les forces de défense et de sécurité au chapitre des forces et des faiblesses? Oui, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, il faut reconnaître que le Burkina n'a jamais été confronté au problème du terrorisme. Voilà. L'armée burkinabé est formée pour de guerre conventionnelle. Donc une armée classique comme on la rencontre dans tous les pays du monde. Tout à fait. Donc nous sommes dans un scénario où les hommes qui sont là, c'est-à-dire les gendarmes, les policiers, les militaires, ils sont formés pour leur mission régalienne. Maintenant, si nous partons sur le terrain du terrorisme, de l'insécurité, qui est une guerre asymétrique, il va sans dire qu'il faut revoir un peu le management des hommes. Voilà, il faut revoir quelles sont les compétences que vous devez développer pour pouvoir faire face à cette menace. Quelles sont les formations que vous devez donner à ces... Vous voyez qu'on a eu pas mal de problèmes à cause des mines artisanales. Voilà, les mines artisanales, nos soldats n'ont jamais été formés à ce genre d'engins. Comment déminer une bombe artisanale? Voilà, comment déminer, comment la mission de patrouille doit se comporter sur un terrain miné. Tout ça, notre armée n'était pas formée pour ça. Voilà, les recrutements aussi. Voilà, c'est-à-dire, qui est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'on doit recruter des gens qui viennent pour faire carrière, ou bien on doit mettre devant cette menace des gens qui ont envie vraiment de se battre? C'est différent, voilà. Est-ce qu'il faut recruter des gens par la vocation ou il y a d'autres motivations? Dans ce contexte, il faut forcément recruter les gens par la vocation. Ceux qui ont la vocation de porter la tenue. Voilà, qui ont la vocation de porter la tenue et surtout la vocation d'aller au charbon. Voilà, qui ont la vocation. Il y a des personnes vraiment qui développent plus d'aptitude, voilà, à la résilience, voilà, au combat, à la témérité que d'autres. Voilà. À la prise de risque. Voilà, à la prise de risque. À cela, il faut ajouter aussi la motivation. Voilà. La motivation, vous voyez, l'armée malienne avec le président Ibrahim Boubacar Keïta a pris des mesures qui ont beaucoup remonté le moral des forces armées maliennes. Voilà, il a élevé les indemnités de logement, sont montées à 50 000. Les primes de risque sur le terrain, voilà, sont montées à 100 000. Voilà, il a voté 5 ans de salaire. Voilà, 5 ans, vous avez droit à 5 ans de salaire si vous êtes grièvement blessé. Voilà, maintenant, s'il arrive qu'il y a un qui meurt, cette dernière personne a 10 ans de salaire. Le Burkina apparemment a pris en compte cela en prenant des décrets justement sur les modalités d'indemnisation de l'agent public de l'État et des collectivités territoriales, parce qu'on a embrassé grandement, il y a les agents des forces de la police nationale, de la garde de sécurité pénitentiaire, des douanes, des eaux et forêts ou de l'agent public qui a même subi des préjudices lors d'attaques terroristes. C'était au Conseil des ministres du 16 janvier. Tout à fait. Mais c'est une forme de motivation, à votre avis, qui peut compter? Oui, c'est une forme de motivation qui peut compter, mais qui vient un peu tardivement. Si je veux être vraiment sévère avec le gouvernement, pas avec la mesure. Ouais, si je veux être sévère, je dirais que la mesure est venue très tardivement parce que c'était des recommandations qui ont été faites il y a très longtemps. Voilà, ce sont des recommandations qui ont été faites il y a très longtemps. Et finalement, c'est en janvier 2019 qu'on adopte ces mesures. Qu'on adopte ces mesures. Donc, regardez le temps que nous perdons et regardez les dégâts
déjà qui ont été... Et là, c'est pour ceux qui ont subi des préjudices, ce n'est pas pour ceux qui sont au front et qui pour motiver davantage les gens. Tout à fait. Mais je me dis que, si déjà ils ont fait un pas pareil, il faut les motiver, il faut les encourager à ce qu'ils en fassent encore plus. Pour revenir maintenant sur la motivation des soldats même qui sont au niveau du nord, de l'est ou bien de la boucle du Moune. Donc, c'est une mesure, elle vient bien sûr tardivement, mais il faut toujours... Il n'a jamais tard pour bien faire. Il n'a jamais tard pour bien faire. Voilà, on peut dire ça en quelques mots, on peut couper court et puis en disant ça comme ça. Alors, par rapport aux ressources humaines toujours, il y a cette question de corruption aussi qui revient. Vous l'avez évoqué. S'il n'y a pas de vocation, c'est la porte ouverte à tout. Oui, il y a cette question de corruption. Comment faire de telle sorte qu'on puisse lutter contre la corruption et au même moment faire de telle sorte que les éléments puissent avoir le moral? Parce que s'il y a des sanctions, ça démoralise ceux qui sont au front. Oui, la corruption, il faut revenir... Je pense que sanctionner une personne au niveau des forces de défense et de sécurité pour des problèmes de corruption ne peut pas démotiver quelqu'un. Voilà, ça ne peut pas vous démotiver. C'est le contraire, c'est-à-dire si ils voient leurs collègues qui tombent ou bien ils voient leurs collègues blessés et ils voient que la nation... Toute la République a ses cheveux. Voilà, il voit que la nation ou bien le gouvernement n'est pas reconnaissant. Le gouvernement ou bien la nation n'est pas reconnaissant envers ces gens qui se sont sacrifiés. Là, ça peut démotiver les forces de défense et de sécurité. Mais pour revenir à ce qu'on était en train de parler, la question de la corruption en tant que telle, voilà, les effets pervers de la corruption, ça dit que c'est un handicap même pour le rendement. Voilà, parce qu'on a vu, il y a la loi de programmation militaire qui a programmé plus de 700 milliards sur 5 ans. Voilà, cette loi de programmation militaire, une chose est de donner le budget, une chose est de donner l'argent, mais une autre chose est de voir comment cet argent est utilisé. Voilà, vous voyez la Cour des comptes qui est chargée, voilà, d'évaluer, de faire le suivi. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas. Ils n'ont jamais pu faire des audits ou bien faire des évaluations pour voir comment... Parce que les gens sont réticents à ce qu'on jette un coup d'œil dans un peu la gestion des finances publiques au niveau de l'armée. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais là, ça soulève plusieurs interrogations, ou bien ça amène aussi à prendre aussi plusieurs résolutions. Voilà, une chose est de condamner les gens pour la corruption, une autre chose aussi est de tout faire pour ne pas mettre ces gens aussi dans les contextes de corruption. Voilà, si vous prenez l'armée burkinabé, prenons les officiers, voilà, combien d'années un officier peut prendre pour s'acheter une parcelle et construire une maison? C'est difficile, voilà, donc c'est bien de jeter la pierre sur quelqu'un, mais c'est encore mieux de chercher à comprendre, voilà, de chercher à comprendre les causes et endiguer les problèmes dans la racine, pas les causes, au lieu de dire, vous voyez dans les banques par exemple, voilà, ceux qui sont à la caisse, ou bien dans d'autres structures, il y a des fonctions, même nos agents des impôts, voilà, il y a certaines sommes qui leur sont allouées pour essayer de les démotiver dans le sens de la corruption, voilà, pour essayer de les démotiver de ne pas être corrompus, voilà, parce que quelqu'un qui brasse l'argent tous les jours, voilà, qui voit son enfant qui est couché, qui veut mourir et qui n'a même pas l'accompagnement nécessaire pour soigner son enfant, où sa femme serait tentée d'enlever cet argent. Voilà. Donc, pour moi, le problème de la corruption doit être revu sur plusieurs angles. Il y a la question des rackets. Oui, la population dénonce et même des groupes terroristes utilisent cela pour avoir l'adhésion des populations locales. Oui, le problème des bavures. Oui. Le problème des rackets nous ramène un peu à la problématique de la collaboration entre les FDS et la population. Voilà. Nous avons eu une conférence il n'y a pas très longtemps, voilà, une conférence sous-régionale qui regroupait les chefs traditionnels, coutumiers et religieux, voilà, des 5 pays du G5 Sahel, mais nous avons débattu cette question. Voilà. Et quand on a posé la question aux forces de défense et de sécurité qui étaient là, pourquoi il y a les rackets? Qu'est-ce que vous faites pour que ça s'arrête? Ils ont reconnu, bien sûr, il y a des rackets, voilà. Mais ce volet de nos forces de défense et de sécurité est hérité de la colonisation. Le colon ou bien le colonisateur, dans ces années antérieures, quand il s'installait dans nos régions, a utilisé la force, a utilisé l'extorsion, a utilisé l'expropriation. Voilà. Donc il y avait cette relation qui n'a pas pu être donc effacée. C'est une tare congénitale. Voilà, c'est une tare, c'est une tare un peu qui est une œuvre. Voilà, c'est un héritage, mais il travaille à corriger cela. Il travaille et pour corriger cela, il y a les sensibilisations. On les sensibilise. Voilà, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que la chose est normale ou bien la chose est légale. Donc, je crois que il faudrait pas jeter la pierre sur nos forces de défense et de sécurité. Voilà, parce que on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Voilà, donc il y a des efforts qui sont faits pour corriger toutes ces imperfections. Un mot sur la formation du gouvernement nommé le 22 janvier 2019. Le Premier ministre Christophe Dabiré a formé ce gouvernement. Il a été rendu public ce 24 janvier 2019. Il est fort de 32 membres, dont 2 ministres d'État, 26 ministres et 4 ministres délégués. Moumina Chérif Sy, jusque-là, haut représentant du président du Faso, a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense nationale des anciens combattants. Ousseini Compaoré, ancien chef d'état-major de la gendarmerie, lui récupère le ministre de la Sécurité. Globalement, sur la formation de ce gouvernement, quel est votre commentaire, M. Kibora? On va revenir sur les aspects purement dans votre domaine sur les questions de sécurité. Oui, le gouvernement, vraiment, nous saluons ce nouveau gouvernement qui est là, voilà, et nous le souhaitons vraiment beaucoup de succès dans leur mission, que nous savons qui n'est pas facile. Moi, je dirais que c'est un gouvernement qui hérite d'une patate chaude. On a refilé la patate chaude à des personnes qui étaient anciennement là et à des personnes qui, nouvellement là, voilà, qui savent que la tâche ne sera pas facile, voilà. Donc, d'ores et déjà, c'est ce que, en tant que patriotes, nous devons déjà leur donner nos bénédictions avant aussi d'apporter aussi nos observations. Voilà. Alors, les observations justement. Voilà, les observations qu'on peut voir, voilà, on voit qu'il y a eu un changement. Même si ce changement est perçu différemment de par les bords politiques ou bien de par les bords de clivage un peu dans la société, voilà, il y a eu un changement, voilà, parce que les postes clés, voilà, c'est-à-dire les postes clés qui représentent un peu le souci du Burkina à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'éducation, la sécurité et puis l'économie, voilà, nous voyons que ceux qui ont été mis, c'est vrai que la défense plutôt. Voilà, c'est vrai que la défense, voilà, c'est vrai que les gens critiquent, voilà, en disant que Moumouna Sy, voilà, c'est un journaliste, voilà, qui a été bombardé au poste de ministre de la Défense. Voilà, les gens critiquent, voilà, parce que beaucoup se seraient attendus, voilà, à un militaire ou bien que beaucoup se seraient attendus. Le président a dit qu'il ne va pas nommer un militaire dans son gouvernement. Oui, oui, ça on comprend, on le comprend, voilà. Mais pour revenir sur le ministre de la Défense, c'est ce qui a été dit par-ci, par-là, voilà. Mais maintenant, moi, je dis, il est très tôt de juger, voilà. Il faut juger le maçon au pied du mur. Moi, j'ai toujours été, et je reste convaincu, voilà, que c'est pas l'habit qui fait le moine. Voilà, c'est pas l'habit qui fait le moine. Voilà, c'est pas parce que c'est un homme de l'armée, un homme des forces de défense et de sécurité qu'il pourra mieux tenir le ministère qu'une autre personne. Voilà, Moumouna Sy, c'est une personne qui a beaucoup de potentialité. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup de potentialité. Voilà, il croit en ce qu'il fait, il a l'intention et il a la volonté de bien faire. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Voilà, dans d'autres positions où il n'était pas attendu. Il a été président de l'Assemblée. Du Conseil national de la transition, l'organe législatif. Voilà, l'organe législatif, il n'avait rien de prédisposé pour bien jouer ce rôle, mais il a bien joué ce rôle. Et d'ailleurs, même c'est pour tout cela que, présentement, il récolte les lauriers. Il y a eu cette polémique, vous avez parlé de la transition, cette polémique quand il était président du CNT, justement, avec les émoluments des députés de la transition, le poste qu'il occupait jusque-là, haut représentant du président du Faso, qu'on a estimé comme une coquille vide. Ce sont des éléments aussi à prendre en compte. Oui, moi, je ne pourrais pas me prononcer sur son poste précédent. Voilà, moi je me prononce sur la personne. Je me prononce sur ce que je vois de concret que je peux analyser objectivement. C'est-à-dire de par son expérience, à ce poste, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il va faire dorénavant et dans les jours à venir. Donc pour vous, il y a de l'espoir qui est entretenu avec Moumouna Chérif Sy au ministère de la Défense. Oui, à la grande surprise de ceux qui critiquent, à la grande surprise, ils peuvent se rendre compte que M. Moumouna Sy a tiré son épingle du jeu et a réussi sa mission avec brio. Alors, et au ministère de la Sécurité, Ousseini Compaoré, voilà, au ministère il a été chef d'état-major de la gendarmerie sous le CNL, le Conseil national de la Révolution. Oui, il a animé un panel il n'y a pas très longtemps, voilà, sur la sécurité, voilà, dont un de mes collègues était le modérateur. Mon des collègues, c'est dans d'autres circonstances, voilà, était le modérateur. Voilà, donc, M. Compaoré, c'est quelqu'un qui vient de la maison. C'est un monsieur, voilà, qui est un habitué de cet environnement. C'est un ancien gendarme, chef d'état-major de la gendarmerie, pendant le CNR. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que dans ce poste, celui qui occupe ce poste doit d'abord tirer des leçons des imperfections du passé. Ils doivent tirer des leçons des faiblesses par le passé. Par le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du ministère de la Sécurité, il y a déjà le problème de cohabitation policiers, gendarmes, militaires. On allait relever justement cette difficile collaboration entre police et gendarmes. Est-ce que du fait que Ousseini Compaoré est un gendarme, ça ne va pas compliquer davantage un peu cette collaboration? Non, je pense que
Au contraire, c'est à lui de ramener les choses. Étant un de la maison, moi j'ai connu des patrons de ces structures, voilà, je connais des patrons à la gendarmerie, des patrons à la police qui sont des amis intimes qui se rendent visite à la maison. Voilà, les époux se fréquentent. Donc il n'y a pas ce corporatisme voilà, policier, c'est-à-dire ça dépend des personnes, voilà, et ça dépend aussi des actions souterraines, voilà, ça dépend de ce que voilà, on raconte aux gendarmes, ça dépend de ce qu'on raconte aux policiers. Voilà, les responsables doivent donner l'exemple. Et quand vous distribuez leurs attributions, ne primez pas un au profit d'un autre. Voilà, la police récemment, ils ont demandé à ce qu'on les outille un peu plus. Une militarisation en quelque sorte de la police, une dotation en armement. Voilà, une dotation en armement. Ce qu'apparemment on n'a pas accepté au niveau de l'armée. Voilà, ils n'ont pas accepté, mais moi je les encourage fortement à bien réfléchir et à prendre l'exemple sur nos pays voisins. Vous prenez un pays comme le Niger, dont le commissaire par l'info a parlé la dernière fois quand on était sur un plateau. Si vous prenez le Niger, le commissaire par l'info, il a donné des exemples. Moi, je trouve que c'est pertinent. Voilà, au Niger... Au regard de la menace, voilà, il faut donner les moyens qu'il faut. Il faut donner les moyens qu'il faut. À chaque entité voilà, qui peut participer. Pour défendre. Il faut donner les moyens à chaque entité pour défendre. Si vous voulez pousser la réflexion très loin, qu'en est-il des pays où ils ont donné des armes aux civils pour se défendre? Donc, si vous ne pouvez pas donner les armes qu'il faut à ceux qui doivent vous défendre pour vous défendre, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils peuvent rien. Et on ne peut pas aussi les en vouloir. Parce que les terroristes qui sont là, qui sont face, c'est des gens, ils perfectionnent leur stratégie de combat. Ils perfectionnent leur équipement de combat. Et vous qui devez, non seulement, ils doivent défendre le pays, mais ils doivent aussi se défendre, ils doivent protéger leur vie. Nous ne voulons pas des orphelins, des orphelines, des veuves. Donc, ce problème de rivalité, ce problème de difficile collaboration, voilà, au sein des FDS, voilà, ça c'est un des défis dont le nouveau ministre de la Sécurité devrait tout faire pour relever. À cela s'ajoute ce problème qui est là, où apparemment jusqu'à présent, on peut le dire ainsi, nous n'avons pas encore une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. C'est une des recommandations du Forum national de la sécurité. Voilà, plusieurs experts, plusieurs spécialistes l'ont recommandé. Cela est inacceptable dans un État comme le Burkina. Depuis 2015, voilà, on en parle, 2015, mais 4 ans, voilà, on a eu en 2019 et il n'y a pas de stratégie. Où nous sommes attaqués de toutes parts. Je pense qu'il va falloir durcir le temps. Voilà, il va falloir prendre des résolutions et des actions fortes pour tirer le pays de ce bourbier dans lequel nous sommes en train de nous enliser. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, M. Laurent Moustapha Ouitokamo Kibora est notre invité. Il est chercheur spécialiste en management des ressources humaines des forces de défense et de sécurité. Et toujours sur la formation du gouvernement, on constate qu'à l'arrivée de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir, on a eu un ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation de la sécurité, confié à Simon Compaoré à l'époque. Le ministère a été éclaté en deux, ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation d'un côté, et de l'autre ministère, le ministère de la sécurité, confié à Simon Compaoré qui a occupé le fauteuil. Puis il a confié, ou du moins le ministère a été récupéré par Clément Sawadogo. Maintenant on fait la place à Ouseni Compaoré. Au ministère de la Défense, c'était le président du FASO lui-même, Roch-Marc Christian Kaboré, qui était le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ensuite confié à Jean-Claude Bouda. Aujourd'hui c'est Moumina Chérif Sy. Ces changements, que signifient ces changements? Est-ce que c'est du tâtonnement comme un peu ce que l'opposition qualifie, ou c'est de l'amateurisme, ou bien c'était des erreurs de casting? Bon, moi, ce qu'il faut retenir, excusez-moi, d'autres me verront comme quelqu'un qui a toujours ramé à contre-courant. Voilà. Quand il dit ramé à contre-courant, moi, je suis pour la théorie selon laquelle c'est pas le mouvement d'ensemble qui est ce qui est juste ou bien ce qui est vrai. Pour revenir à ce que vous avez abordé tout à l'heure, moi, si je devais commencer par analyser tous ces changements, moi je dirais il faut reconnaître que nous sommes dans une dynamique de construction, de perfectionnement et d'amélioration. L'homme parfait, l'homme idéal, l'homme 100% performant, ça n'existe pas. Donc, c'est bien vrai, d'aucuns verront ces changements, voilà, comme des échecs. Voilà, comme des échecs ou bien comme des contre-performances. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que tous ces messieurs qui ont occupé ces postes ont fait aussi de bons résultats. Voilà, ils ont fait aussi de bons résultats. Pourtant, les Burkinabés ont l'impression qu'on est plus en insécurité. Oui, qu'on est plus en insécurité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, qu'on est plus en insécurité. Il faut savoir se poser les bonnes questions. En la matière, quelles sont les bonnes questions qu'on devrait se poser, M. Voilà, bon, les bonnes questions que nous devons nous poser, c'est que, premièrement,
pour revenir, parce qu'on a jusqu'à présent, on n'a pas répondu à ce que vous avez abordé, ces différents changements. Voilà, moi, je trouve que toutes ces personnes qui ont occupé ces postes ont aussi apporté leur contribution. Maintenant, cette contribution, elle doit être améliorée, perfectionnée. Donc, si moi j'ai construit, par exemple, un immeuble R+2, moi j'ai d'abord fait le rez-de-chaussée, quelqu'un d'autre peut venir et puis faire le R+1, et encore une autre personne venir faire le R+3, si je n'arrive pas. Voilà. Mais cela n'est pas synonyme d'échec total. Voilà. Donc, présentement, moi je vois ça, c'est ma vision des choses. Je vois que nous tendons, peut-être qu'après ces messieurs, d'autres viendront, voilà, peut-être que ces messieurs aussi vont apporter leur contribution, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Donc pour vous, vous n'êtes pas dans la lecture de l'opposition politique qui estimait que ça faisait du tâtonnement, de l'amateurisme? Non, moi faites pas cette voilà, moi je suis pas dans la lecture de l'opposition, parce que comme je l'ai toujours dit, ce problème qui est là, il faut pas que les uns et les autres cherchent à tirer profit de la situation sécuritaire pour des fins politiques et pour des fins personnelles. Il y a aussi la réalité qui est là, monsieur. Non, j'en viens. Ce que moi je veux dire le problème tel que nous le vivons, que ce soit le parti qui gouverne, ou bien que ce soit l'opposition, je ne crois pas que l'opposition pouvait faire mieux que ce que nous voilà. Parce que nous sommes tous nouveaux et novices face à ce problème qui est là. Si quelqu'un, ou bien si un parti politique, ou bien si un individu se dit, moi, si tout de suite là, j'étais à la place de ces messieurs, ce problème va finir tout de suite, ce problème va disparaître, nous voyons que c'est utopique, c'est pas vrai. Alors, à l'état-major général des armées, le Burkina est passé sous l'ère Kaboré, du général Pengornoma Zagré au général Oumarou Sadou. Aujourd'hui, nous sommes au général Moïse Minungu. Quelle est votre lecture sur ce chapitre? Voilà, sur ce chapitre, le changement des chefs d'état-major, comme beaucoup l'ont dit, peut ne pas forcément changer les choses. Voilà. Mais s'il y a changement, moi je ne suis pas politicien, voilà, je ne suis pas un homme politique. Voilà. Donc, cette question, moi je pense que ces changements sont dus à des problèmes internes. C'est dû à des problèmes internes. Voilà, c'est dû à des problèmes internes. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a des questions de clan, de tiraillement? Non, pas forcément des questions de clan. Qu'est-ce que vous appelez des problèmes internes? Bon, quand je dis des problèmes internes, il ne faut pas que je ne vais pas inventer. Voilà, il ne faut pas que j'invente des choses. Mais ce que moi je pense, je me dis que ce sont des changements, voilà, qui interviennent et suite aussi à ce qui s'est passé, voilà, à ce qui s'est passé dans ce cercle. Voilà, je crois que les différents chefs militaires payent un peu les pots cassés de ce qui se passe comme à l'intérieur comme problème. Bon, dire qu'ils paient les pots cassés, moi, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est ce que beaucoup pensent. Voilà. Mais moi, je reste convaincu que ceux-mêmes qui sont les spécialistes même du ministère de la Défense ou bien du gouvernement sont plus aptes à apporter des éclaircissements et à donner de bonnes réponses par rapport à ces changements de chef d'état-major. Est-ce qu'on peut faire le lien avec la situation sécuritaire de façon globale? Oui, forcément, puisque c'est leur première... voilà, c'est-à-dire que si on a fait appel au général Sadou, je me dis que aussi c'est par rapport à ce problème. Voilà, on s'est dit que c'est l'homme de la situation parce qu'il est du Nord. Voilà, après on a fait appel... On fait appel maintenant au général Moïse Minungu, voilà, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois lors de mes recherches, voilà, sur un peu le renforcement des capacités sur les FDS dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, donc moi je me dis, ce qui arrive, il ne faudrait pas rapidement jeter la pierre sur quelqu'un, il ne faudrait pas rapidement, parce que on cherche à faire le bon diagnostic, monsieur Kibora. Voilà, non, nous cherchons à faire le bon diagnostic, mais... Parce que si on ne fait pas le bon diagnostic, on va passer à côté de la plaque. Oui, tout à fait, voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes dans une dynamique de construction, d'amélioration, voilà. Et dans cette dynamique de construction et d'amélioration, voilà, il va sans dire que on fera toujours appel à celui qui peut apporter plus. Voilà, ceux qui sont là et qu'on a appelés à d'autres tâches, ils ont aussi apporté leur contribution. Maintenant, pour les raisons qui amènent ces changements, bon, n'étant pas vraiment aux commandes dans cet environnement, ce sera très difficile pour moi d'apporter des réponses ou des explications à cela. Un mot sur l'état d'urgence qui a été décrété dans 14 provinces sur un certain nombre de régions, Sahel, Boucle du Monde, Centre-Est, l'Est, Nord. Oui, l'état d'urgence qui a été prolongé de 6 mois par l'Assemblée nationale avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Donc, l'état d'urgence est la bienvenue.
Voilà. D'aucuns même attendaient l'état d'urgence depuis longtemps. Voilà. Mais est-ce que l'État a les moyens de faire appliquer cet état d'urgence? Parce que d'aucuns avancent le fait, l'interdiction par exemple de circulation des engins à 2 roues, des tricycles et des voitures dans certaines parties du Burkina à un certain moment de la journée, mais on n'arrive pas à appliquer cette mesure-là parce que l'État est absent dans certaines parties du territoire. Est-ce qu'on a les moyens pour pouvoir faire appliquer l'état d'urgence justement? Bon, c'est-à-dire l'état d'urgence vise d'abord un objectif. Voilà, c'est ramener la sérénité, c'est ramener la quiétude au sein des populations. Voilà. Donc, dire que l'État n'a pas les moyens ou bien l'État a les moyens, ce que vous dites, c'est pas faux. Voilà, l'État... Dans certaines zones, l'État est pratiquement absent. Voilà, il y a des zones où l'État est absent. Que faire alors? Voilà, dans les zones où l'État est absent, c'est à l'État, avec le soutien de nos partenaires techniques, voilà, et financiers, de soutenir le Burkina dans le renforcement de ses capacités à accroître les effectifs des recrutements afin de pouvoir couvrir le maximum possible toutes ces zones qui sont désertes. À cela, il faudrait ajouter aussi la collaboration. Voilà, il faut ajouter aussi la collaboration des populations, voilà, qui peuvent comprendre que c'est pour leur bien. Voilà, si on a interdit les tricycles de circuler, voilà, si on a interdit certains regroupements, si on a pris certaines mesures, c'est d'abord dans le bien de ces populations. Donc les populations même sont les premières bénéficiaires. Voilà, donc l'état d'urgence, ce qu'on souhaite, voilà, on souhaite que cela ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Voilà, parce que nous avons vu que, en dépit de cet état d'urgence qui a été décrété, voilà, le 31 décembre et qui a pris cours le 1er janvier, voilà, il y a eu des attaques après cela. Donc, il ne faudrait pas que cet état d'urgence soit la solution miracle que tout le monde attend. Voilà, il faudrait se dire que malgré l'état d'urgence, il faudrait que le pays soit doté vraiment en stratégie efficace pour faire face à cette menace terroriste. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le chercheur spécialiste en management des ressources humaines des forces de défense et de sécurité, Laurent Moustapha Ouitokamo Kibora, est notre invité. Alors, on va s'arrêter, on va évoquer un peu la question du renseignement parce que c'est un volet aussi de votre travail, de votre domaine d'intervention. Oui, aujourd'hui, on a mis en place une structure qui coordonne toutes les activités de renseignement, l'Agence nationale de renseignement dirigée par le colonel François Ouedraogo. Globalement, comment vous appréciez un peu le travail qui est fait par l'ANR jusque-là? Oui, l'ANR fait du bon boulot. Voilà, quand il dit que l'ANR fait du bon travail, il y a beaucoup de travail. Et si vous prenez les services de renseignement, la performance des services de renseignement et la performance des forces de défense et de sécurité n'est pas quantifiée ou bien quantifiable selon les mêmes critères. Les forces de défense et de sécurité sur le terrain, s'ils arrivent à maîtriser une situation, tout le monde est content, tout le monde les applaudit. Ça, c'est la partie visible. Parce visible, mais les services de renseignement, ils peuvent déjouer des attaques, ils peuvent déjouer des menaces. Voilà, mais cela, personne ne le saura. Est-ce que ça arrive? Personne ne le sait. Ça arrive. Vous qui êtes chercheur dans ce domaine. Oui, c'est très fréquent. Est-ce que vous avez une situation précise comme cela où l'ANR a déjoué une attaque? Les renseignements, il faut comprendre d'abord les renseignements, même par sa signification. Les renseignements, c'est un domaine très discret. Voilà, c'est un domaine très discret, c'est un domaine du secret. Donc moi, même si j'ai ces informations... À part du moment où c'est des cours aussi, ailleurs, dans certains pays, quand les services de renseignement déjouent une attaque, on fait des communiqués, on annonce, on dit, voilà, ça participe aussi à entretenir un peu cette foi qu'on a des instruments qui fonctionnent. Oui, tout à fait, ça c'est juste. Voilà. Mais pour vous dire que c'est pas tout qui ressort. Voilà, c'est pas tout qui ressort. Il y a des informations, par exemple, là, il y a plusieurs Burkinabés, je crois que c'était 2 Burkinabés, Nigériens et puis un Malien, qui préparaient un peu des attaques terroristes sur Ouagadougou pendant les fêtes de fin d'année. Qu'on a interpellé au Mali. Ça, il faut féliciter les services de renseignement. Mais là, ce sont les Français qui ont communiqué là-dessus. C'est l'armée malienne qui a communiqué, pas les services burkinabés. Voilà, l'armée malienne qui a communiqué. Mais, tu as dit que c'est grâce au service de renseignement malien. Voilà, c'est grâce au service de renseignement malien, mais disons que nous sommes sur la thématique du renseignement. Voilà. Nous sommes sur la thématique du renseignement. Que ce soit malien, burkinabé, tchadien, nigérien ou français, nous sommes sur le contexte des services de renseignement. Donc, pour dire que les services de renseignement, ici au Burkina, voilà,
il ne faut pas que nous nous écartons du sujet. Voilà, nos services de renseignement, l'ANR, moi, je trouve que, comme je l'ai toujours dit, c'est une jeune structure. Voilà, ce sera très difficile d'évaluer cette structure. Ce sera très difficile de vouloir que la structure donne des résultats éclatants dans de brefs délais et très rapides. Voilà, parce que vous voyez, le renseignement, ça prend du temps pour se construire. Mais est-ce que le rythme aussi est proportionnel à la nature de la menace? Oui, le rythme est par rapport à la nature de la menace, c'est à la structure, voilà, de travailler, de se doter de compétences, voilà, de se doter de moyens nécessaires pour faire face à la menace. Vous n'ignorez pas qu'il y a eu une rupture dans notre renseignement. Voilà, au lendemain de l'insurrection, voilà, de la chute de l'ancien régime, le Burkina Faso est devenu comme un bateau qui naviguait à vue. Voilà, notre renseignement qui était le meilleur de la sous-région, voilà, ce renseignement s'est retrouvé du jour au lendemain, ne fonctionnait plus. Voilà, donc pour remplacer rapidement un système, voilà, de ce système de renseignement qui n'a pas été conçu en un seul jour. Voilà, le système que nous avons eu là, c'est pas en 2 ans, en 3 années, comme c'est le cas de l'ANR, que ce système s'est bâti. Voilà, ce système a pris beaucoup de temps. Donc, moi, je pense que pour l'ANR et pour notre système de renseignement, il faut être indulgent et souhaiter qu'ils prennent vraiment les mesures nécessaires. Et c'est ce que j'ai fait dans mon travail. Voilà, pour les montrer, les recrutements doivent changer au niveau de nos services de renseignement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui on doit recruter au niveau au niveau des services de renseignement, le recrutement ne doit pas se limiter seulement aux forces de défense. Donc ça doit plus être une affaire d'hommes de tenue. Voilà, le renseignement va plus loin que ça. Le renseignement va plus loin que ça. Et effectivement, dans certains pays, on voit qu'on recrute dans le milieu étudiantin, on recrute dans certains milieux, surtout le milieu civil. Le milieu civil, même si nous prenons ceux qui sont face, voilà, prenons les groupes terroristes par exemple. Les groupes terroristes, ils utilisent plusieurs systèmes de renseignement. Ils ont utilisé les systèmes de renseignement des talibés, ils ont utilisé les systèmes de renseignement des mendiants, et présentement on parle que maintenant ce sont les cireurs de chaussures. Vous êtes là, on cire vos chaussures, tout ce que vous parlez, les maquis, les buvettes, les quoi, le renseignement est recueilli et puis transmis. Voilà, donc pour revenir un peu dans l'organisation même des hommes. Donc voilà. On ne doit plus en faire une question d'hommes de tenue, le renseignement. Oui, le renseignement doit être, comme vous venez de le dire, une question globale. Quand il dit global, ça dit qu'on a besoin de toutes les compétences, même les compétences linguistiques, le sonrail, le fulfulde, l'arabe. Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez les services de renseignement, voilà, comme le FBI ou bien la CIA, voilà, ceux qui maîtrisent les langues étrangères, il y a des indemnités, il y a des primes même qu'on vous paie. Les langues des minorités aussi. Voilà, les langues des minorités. Donc pour revenir, il faut revoir les recrutements, la formation, les motivations, voilà, le développement, la gestion des compétences et sortir un peu de cet héritage colonial. Voilà, c'est cet héritage colonial et bâtir notre propre système de renseignement dans l'objectif vraiment d'être performant, d'être efficace. Alors, 2 questions d'actualité avant qu'on ne se sépare avec ce débraillage des élèves de la ville de Ouagadougou ce 24 janvier. Des milliers d'élèves ont convergé vers le ministère de l'Éducation nationale pour réclamer les évaluations du premier trimestre. Depuis le 17 décembre 2018, la coordination nationale des syndicats de l'éducation a décrété la suspension des évaluations au poste primaire et au secondaire, une suspension également des compositions au primaire et au préscolaire, l'arrêt du traitement et de la transmission du courrier relatif aux données statistiques, les rapports trimestriels, le non-traitement des dossiers d'examen et concours au primaire, poste primaire au secondaire. Quel est votre mot sur cette crise sur le front social, M. Kibora? Oui, la crise, du moins souvent les crises, voilà, sur le front social représentent les défis majeurs de ce nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. C'est pas une crise, voilà, ça nous a pas surpris. C'est une crise qu'on a vu venir. Voilà, la crise elle est là dans l'éducation, au niveau des finances, voilà, au niveau de la santé. Voilà, la crise, c'est à l'État de savoir être souple. Quand il dit savoir être souple, dans la résolution des problèmes, on n'a pas forcément besoin de la force. Voilà, on n'a pas forcément besoin de la force. On a besoin de personnes qui sont, d'abord, avant de parler, on a besoin de personnes qui savent écouter. Voilà, on a besoin de personnes qui savent écouter. Ce milieu de l'enseignement, ce milieu de l'éducation, ils doivent bénéficier d'une oreille attentive auprès du ministre de tutelle et même auprès du président. Il faut que des actions
concrètes soient menées, soient prises dans le sens de la satisfaction. Voilà, on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas tout satisfaire, mais il y a aussi des efforts qui contribuent à améliorer les conditions de travail, qui contribuent à ramener la sérénité au niveau de ces couches professionnelles qui sont avant tout les piliers même du pays. Les piliers du pays, c'est l'éducation, voilà, c'est la santé, voilà, c'est la sécurité et puis aussi les finances qui collectent les impôts, les taxes, voilà, pour faire vivre le pays. Alors, à Bobo Dioulasso, ce sont les enseignants de la circonscription d'éducation de base de Bobo 1 qui ont décidé d'observer un débrayage à la suite de l'agression d'un enseignant par 2 parents d'élèves. Quel est votre commentaire sur ce fait qui s'est déroulé à Bobo le 23 janvier 2019? Oui, les parents d'élèves qui agressent. Voilà, un parent d'élève qui agresse un enseignant, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Moi, je me rappelle là, quand j'étais à l'école primaire, et ça même, c'était pendant la Révolution, il y a un parent d'élève qui est venu et qui a rossé un enseignant. Voilà, mais ça n'a pas été sujet, voilà, à une vindicte nationale, ça n'a pas été sujet à autant de commérages, ça n'a pas été sujet à autant de bruit. Un enseignant a été blessé, M. Kibora. Oui, un enseignant a été blessé. Et attendez que j'en vienne là où moi je vais en venir. Allez-y, M. Voilà, là où moi je vais en venir, c'est pour dire... Le savoir-vivre est en train de s'effriter. Et ça s'effrite pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir raison. C'est-à-dire, dans une discussion, dans un débat, tout le monde ne peut pas avoir raison. Les populations veulent avoir raison. Les couches, voilà, socio-professionnelles veulent avoir raison. L'État aussi dit avoir raison. Voilà, ce problème où il y a eu affrontement au niveau de la zone de Orodara, voilà, entre les policiers et puis les populations. Voilà, tout ça, ça interpelle l'État, mais ça interpelle aussi tous les citoyens burkinabés. Voilà. Nous voyons qu'il y a de l'incivisme. Voilà. L'incivisme, ça vient de quoi? Ça vient du refus du respect de l'autorité. Donc, ce problème qui s'est passé à Bobo, les enseignants, c'est dans leur droit. Ils sont dans leur droit de revendiquer et de manifester pour se protéger. Sinon, si tous les jours, si les parents d'élèves viennent frapper les enseignants, vous trouvez que cela est inadmissible. Voilà, cela n'est pas normal qu'on en vienne vraiment à agresser quelqu'un dans l'exercice de son travail jusqu'à blesser la personne. Mais ce que moi, je défends fermement, voilà, et mon message et le cri que je lance, moi, ou l'appel que je lance, moi, j'appelle tous les Burkinabés au dialogue. Le dialogue et la tolérance, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. M. Kibora, l'invité de la semaine s'achève. Merci. La Radio Liberté recevait le chercheur Laurent Moustapha Wetokamo Kibora. Il est spécialiste en management des ressources humaines des forces de défense et de sécurité. Il est auteur de l'ouvrage Action de développement du système local de sécurité. Quel type d'organisation pour les services de renseignement et les forces antiterroristes? Laurent Moustapha Wetokamo Kibora, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir effectué le déplacement dans les locaux de Radio Liberté. Je vous en prie. L'invité de la semaine a été mise en onde par Tiona Sanogo, présentation Atiana Serjoulon. Rendez-vous très prochainement sur la 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine avec un nouvel invité. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.